Alors bonjour chers collègues d'Algorithmique. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là en personne pour le cours du mardi. J'ai eu un empêchement que je ne pouvais pas empêcher. C'est pas dans mes habitudes, ça devrait pas se reproduire, mais bon, pour cette fois, j'espère que cette vidéo va compenser pour mon absence. Au moins, l'avantage avec les vidéos, c'est que premièrement, vous n'avez pas à vous lever super tôt le matin pour assister au cours. Et puis aussi, vous pouvez avancer, sauter par-dessus des bouts qui vous paraissent triviales. Si vous faites ça, je ne vous en voudrais pas. À l'inverse, vous pouvez reculer et réécouter des bouts que vous auriez peut-être manqués ou pas compris. Donc, au moins, je me console en me disant que les vidéos ont leur avantage. Okay, donc, ce que je vais faire avec cette vidéo, c'est vous parler des algos de tri que je n'ai pas encore couverts. Peut-être que la plupart d'entre eux, vous les avez déjà vus, mais sinon, je vais m'assurer que tout le monde a les mêmes bases concernant le tri et l'analyse algorithmique. OK, donc je vais faire ça, je vais faire des exercices. Donc, mon heure d'exercice sur les tris, ça va être dans les vidéos. Et puis, sinon, à partir de vendredi, on va parler de graphes. Okay. Donc, on va oublier les tris, ça va être derrière nous. On va quand même s'en servir parfois, mais sinon, c'est les graphes. Il y aura beaucoup de graphes pendant la session d'algorithmique. Vous savez, IFT 339, là, la deuxième moitié, on parle presque juste d'arbres. Eh bien, en algorithmique, on parle presque juste de graphes à partir d'un certain point. Pas exclusivement, mais beaucoup. Mais bon, pour aujourd'hui, parlons de tri. Donc, il y a un tri n-log n. Je vous ai présenté juste un seul tri n-log n qui était le tri fusion. Les autres étaient tous n carré. L'autre tri n-log n qui est populaire, c'est le tri Monceau. Donc, je vais vous le présenter en peut-être juste 5 minutes parce que ça aurait dû être vu en structure de données. Si ce n'est pas le cas, je vous le présente. Mais un Monceau, c'est quoi? Encore là, je ne vais pas m'étendre, c'est censé avoir été vu. Mais un Monceau, c'est une structure arborescente. Donc, voici une structure arborescente. Soit dit en passant, je me sers de ma tablette comme un tableau et j'écris là-dessus. C'est ce que vous voyez à l'écran. Mais à la caméra, vous allez me voir pencher souvent sur ma tablette. Je vais essayer de vous regarder de temps en temps quand même. Mais bon, le point de focus, c'est le tableau tablette. OK, donc voici une structure arborescente. Et puis dans un monceau, ce que je dessine ici, c'est un monceau min. Le minimum est toujours à la racine, tout en haut. Donc, je suppose que mon monceau, il contient des entiers, par exemple. Ça pourrait être autre chose, mais ici, ce sera des entiers. Eh bien, le minimum est toujours à la racine, ce qui veut dire que tout ce qu'il y a en dessous, tous les descendants de cette racine vont être plus grands que ce qu'il y a en haut. Tout ce qu'il y a en dessous, là, ça va être plus grand que 5, plus grand que 5. Comme ici, je pourrais avoir 6 et 7. Et puis, cette propriété de tout ce qui est en dessous est plus grand, c'est vrai pour chaque nœud individuel. Donc, tout ce qui est en dessous de 6 doit être plus grand que 6. Ici, plus grand que 7, plus grand que 7. Je complète avec un exemple. Ici, je pourrais avoir 8, 15, 14 et 13. OK, donc, ça, c'est un monceau min. L'important, c'est que la racine est toujours en haut. Et puis, ce que ça permet, okay, en ce qui nous concerne, pour trier, okay, comme je dis, je ne veux pas m'étendre sur le monceau, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que ça permet. Je peux faire des insertions, je peux insérer des valeurs dans un monceau en temps log n, où n est le nombre de nœuds, le nombre d'éléments présents dans la structure de données. Qu'est-ce que ça permet d'autre? Ça permet d'obtenir le minimum, la valeur minimum dans toute la structure, en temps constant. En fait, c'est facile, j'ai juste à retourner la valeur à la racine. Ça, c'est par les propriétés des monceaux. Et puis, ça permet de faire la suppression du min. Donc, supprimer min. On peut faire ça en temps logarithmique. Il faut enlever la racine et puis trouver le prochain minimum et le faire percoler vers le haut à la racine. Okay. Donc, c'est les complexités qui m'intéressent ici. Sachant ces propriétés, ce que ça me permet d'avoir un monceau, maintenant, j'utilise ça comme boîte noire. Eh bien, on peut faire un tri très simple. Tout ce qu'on a à faire, on a un tableau à trier. Eh bien, on va insérer toutes ces valeurs dans un monceau en temps n-log n. On va retirer les minimums successivement et les insérer dans un tableau de retour dans l'autre. Okay, c'est juste ça l'idée. Si j'écris ça en algo, vite fait,
Bon, tri-monceau reçoit un tableau T de taille n. Ce que je vais faire, c'est pour i égale 1 jusqu'à n. Je vais me déclarer un monceau vide, premièrement. Donc, m égale new monceau, on va dire. Okay, c'est du pseudocode, j'espère que vous comprenez. Je me déclare un nouveau monceau. Donc, chaque élément de T, je vais l'insérer dans mon monceau. Donc, m.insérer T de I. Je vais me déclarer un tableau de retour. Donc, cette version du tri-monceau n'est pas sur place. En fait, ça me paraît difficile de faire ça sur place sans structure de données auxiliaire. Il nous faut un monceau quand même. Donc, un tri entièrement sur place monceau, je ne connais pas. Mais bon, déclarons-nous un R. Ça va être mon tableau de retour, un tableau auxiliaire. Et puis, tout ce que je vais faire, c'est reparcourir mon monceau. Donc, pour i égale 1 jusqu'à n, ce que je vais faire, c'est ajouter à R. Donc, r.append. Append, ça veut dire ajouter à la fin du tableau. r.append, mon monceau.getMin. Et puis, je n'oublie pas de supprimer ce min, donc m.supprimer-min, pour qu'au prochain tour de cette boucle, le prochain minimum soit la prochaine plus petite valeur. OK. Et c'est tout. Tout ce que j'ai à faire, c'est de retourner R. Donc, ce qui se passe avec le tri-monceau, on insère toutes les valeurs en temps n log n. Tiens, on va changer de crayon. Donc, cette partie ici, ouf, juste un instant, ce n'est pas le crayon que je voulais. Je ne veux pas du flafla. Tiens, un crayon rouge. Ah, ça, c'est pas mal. Donc, cette partie, eh bien, j'ai n opérations d'insertion. Chacune prend un temps log n. Donc, ça me prend un temps n log n pour cette partie. Bon, ça se fait en temps, ça se fait en temps constant. C'est pas important. Et puis, cette partie, eh bien, elle fait deux choses. Elle a un getMin et un append. Ces deux opérations se font en temps constant. Et puis, ok, laissez-moi recommencer. Ce que je veux dire, c'est que cette opération se fait en temps constant. Cette opération se fait en temps log n. Donc, le tout s'exécute n fois. Puis, n fois, j'exécute constante plus log n, ça va être grand O de n log n pour toute cette partie, donc je ne me préoccupe que de ça. Toute cette boucle va me prendre un temps n log n, et puis au total, je me retrouve avec quelque chose qui est n log n, la première boucle, plus, bon, quelque chose qui me prend un temps constant, un nombre constant d'instructions, plus quelque chose qui me prend un temps n log n, ça c'est la deuxième boucle. Tout ça, c'est grand O de n log n. C'est une analyse très rapide. C'est le genre d'analyse qu'on va faire à partir de maintenant pas mal. Je vous ai fait quelques exemples d'analyse détaillée de grand O, mais à partir de là, je suppose qu'on est à l'aise à additionner des n log n pour voir la complexité globale. Okay. Je vais seulement embarquer dans les détails quand ça se complique pour l'analyse. Mais pour ça, ça ne devrait pas être très compliqué. C'est grand O de n log n. En fait, je crois que les monceaux ont été inventés pour avoir un tri n log n. Et si ça se trouve, ça a été inventé avant le tri-fusion. OK? Donc, si vous ne l'aviez pas vu, eh bien le voilà. C'est notre deuxième algo de tri en temps n log n qu'on a appris. Donc, on a vu les deux plus populaires. Il y en a d'autres. Donc, si vous allez sur Wikipédia, que vous cherchez algorithme de tri, vous allez en trouver d'autres. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Je voudrais bien tous vous les présenter, mais on n'a pas le temps. Je vous présente les principaux. OK. Donc, c'est pour le tri-monceau. Je n'ai pas plus à dire là-dessus. Je voulais seulement que vous en preniez connaissance si ce n'était pas le cas. OK. Sinon, tous les tris qu'on a vus jusqu'à maintenant, on les appelle des tris par comparaison. Donc, j'écris tri par comparaison. OK, je l'écris parce qu'on va voir des tris qui ne sont pas par comparaison à partir de maintenant. Ce sont des algos qui trient, mais qui basent leurs décisions en faisant des comparaisons entre les éléments du tableau à trier. Donc, qui basent leurs décisions selon des comparaisons
du style... OK, du style... il pose des questions du style est-ce que je sais pas, T de I est plus petit que T de J, par exemple. Ça, c'est une comparaison. Poser cette question-là, c'est une comparaison. Et puis, les algos de comparaison basent leur décision selon la réponse à ces questions. Est-ce que T de I est plus petit que T de J? Comme par exemple le tri par insertion. Lui, ce qu'il fait, bien, il fait des décalages sur le tableau. Et puis, pour décider s'il doit décaler ou non, il pose une question. Est-ce que T de I est plus petit que ma valeur à T de J? Ou bien le tri fusion. C'est un algo de par comparaison aussi parce que quand il fait sa fusion, eh bien, il fait des comparaisons entre des éléments qui sont dentés. Okay? Puis Monceau aussi, c'est des comparaisons. Celles-ci, elles sont cachées dans les opérations, celles-ci, là, les opérations sur le Monceau, mais tout ça, ça se passe aussi avec des comparaisons. Toutes les décisions de l'algo sont basées sur des réponses à des questions. Est-ce que telle valeur de t est plus petite que telle valeur, ou plus grande, ou égale? Donc, je vous le mentionne parce qu'il y a ce théorème que je trouve pas mal intéressant en algorithmique qui nous dit que nos algos n log n sont optimaux. C'est-à-dire, tout algo de tri par comparaison prend un temps qui est oméga de n log n. Donc, au moins n log n à une constante près. OK, c'est pas mal. Donc, ça veut dire que parmi tous les algos de tri par comparaison, vous ne pourrez jamais espérer mieux que n log n. Donc, tri fusion est optimal, tri Monceau est optimal. Et, on ne pourrait pas avoir un tri en temps linéaire, en supposant que, en le comparant avec tous les tris par comparaison. OK, j'aimerais bien vous faire la preuve de ça, mais ce ne sera pas maintenant. Ce serait peut-être dans une vidéo séparée si je trouve le temps. C'est peut-être une preuve d'une demi-heure, je dirais, prouver ce théorème. Ça utilise plusieurs résultats auxiliaires, mais il n'est pas très compliqué. C'est toute une argumentation avec des éléments de base mathématiques qu'on connaît déjà. C'est juste qu'il y en a pas mal. Puis il y a quelques définitions à introduire. Mais je vais essayer de vous la faire pour les intéresser. Bon, je dirais que c'est optionnel. Là. Je ne vous demanderai pas de faire des bornes inférieures de temps de complexité comme ça. Mais c'est pas mal intéressant. OK, mais je vais passer à autre chose pour l'instant. Je vous ferai remarquer, soit dit en passant, que des théorèmes comme ça en informatique, en algorithmique, on n'en a pas beaucoup. Il n'y a vraiment pas beaucoup de problèmes algorithmiques pour lesquels on connaît une borne inférieure vraiment qui est non triviale. Okay? C'est un des rares problèmes pour lesquels on est capable de dire que les algorithmes qu'on connaît sont optimaux. Okay? Donc, c'est pour ça que je trouve ça remarquable, ce théorème-là. On est vraiment... les théoriciens, on n'est vraiment pas bon à dire que les algos sont optimaux. On n'arrive jamais vraiment à exclure la possibilité que, oui, on a un algo, mais peut-être qu'il en existe un meilleur, c'est juste qu'on ne l'a pas encore trouvé. Okay, dans le tri, on l'a démontré. Si on a juste des tris par comparaison, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on connaît. Mais c'est une situation vraiment exceptionnelle au niveau recherche. OK, ceci dit, eh bien, il y a des tris qui font pas de comparaison. Et c'est de ça que je veux vous parler. Donc, tri sans comparaison. Ok, c'est sûr que si on a des objets un peu complexes à trier, comme des chaînes de caractères ou des objets, eh bien, il nous faut une fonction de comparaison. Sinon, un ordinateur n'a aucune façon d'interpréter qu'un objet est plus petit que l'autre. Par contre, pour certains types d'objets simples, eh bien, on peut utiliser les mécanismes de nos ordinateurs pour éviter de faire des comparaisons. Et puis, ceci est en particulier vrai pour les entiers. C'est presque juste vrai pour les entiers, peut-être pour les nombres à virgule. Mais pour les entiers, on peut se passer de comparaison en utilisant l'architecture de nos ordi. Okay. Pour vous le montrer, je vais vous donner un exemple du tri trivial. Okay? Un algo que j'appelle tri trivial. Donc ça, c'est le tri par comparaison. Et puis, pour faire le tri trivial, j'ai besoin d'avoir une supposition sur mon entrée T que je veux trier.
Ok, on suppose que T est une permutation des n premiers entiers de 1, 2 jusqu'à n. Donc, on se rappelle qu'une permutation, ça contient chaque élément, bon, dans ce cas-ci, de 1, 2 jusqu'à n, exactement une fois, pas 0 fois, pas 2 fois, une fois chaque. Et puis, ça réordonne ces éléments dans un ordre, ça, on ne sait pas dans quel ordre t nous est donné, mais on sait que t contient juste ces entiers-là, puis on veut trier ça. Eh bien, on peut trier ça avec l'algo de tri trivial. Vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça le tri trivial sous peu. Donc, tri trivial de t. Si j'ai cette supposition et que je n'ai pas besoin de la vérifier, ce que je peux faire, bon, je vais me déclarer un tableau de sortie R. Et puis, je vais le pré-remplir avec N0. Ok, bon, je programme en Python ces temps-ci, donc ça serait une syntaxe Python qui m'initialise un tableau avec N0. Donc, NR contient N0. S, voilà. Ok, et N, c'est la taille de T, d'accord? Donc, je m'initialise mon tableau de sortie et ce que je vais faire, c'est boucler sur les éléments de T. Donc, pour I est égal à 1 jusqu'à N, je vais dire que R de T de I, donc R de T de I est égal à T de I. Okay, si vous comprenez ce que ça fait, ben vous comprenez peut-être pourquoi ça s'appelle le tri trivial. Sinon, je vais faire un exemple. Donc, return R. Ok, crayon rouge. Okay. Donc, ce que ça fait, je vais prendre un exemple d'entrée. Donc, dire T étant une permutation des n premiers entiers. Donc, on va dire 2, 3, 1, 5, 4. On voit que c'est une permutation des entiers de 1 à 5. Et puis, je vais représenter comment le retour va se remplir. R, c'est un tableau aussi, mais je vais juste le représenter comme ça. OK, 5 cases, initialisées à 0. Je n'écris pas les zéros, mais il y a des zéros partout. Mais ils vont disparaître de toute façon. Donc, au premier tour de cette boucle, quand i est égal à 1, donc on va être ici, ce que ça me dit, c'est qu'il faut mettre R de t de 1 égale à t de 1. En d'autres termes, R de 2 est égal à 2. Donc, ça va venir placer 2 ici. D'accord? Au prochain tour de boucle, bon, i va être ici. Ça va me dire R de t de 2 est égal à t de 2. Donc, R de 3 est égal à 3. Donc, ça va venir placer 3 ici. Bon, si vous comprenez le principe, après, on va être ici. Ça va venir placer 1 ici. On va arriver à 5, ça va venir placer 5 à sa place. On va arriver à 4, ça va venir placer 4 à sa place. Et voilà, magie, ça a trié. C'est bien, n'est-ce pas? Mais c'est un peu trivial. Je veux dire, si... en fait, ce qu'il demande de faire, ce problème, c'est juste de retourner un tableau avec les n premiers entiers dans l'ordre. Donc, en fait, on n'avait même pas besoin de t, là, si on avait notre supposition. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'accomplir? Pas grand-chose, en fait. Mais ça illustre bien l'idée de ces tris par comparaison. Vous voyez qu'ici, on a trié, puis on n'a jamais comparé deux valeurs dans t. Tout ce qu'on a fait, c'est prendre les valeurs de t, puis on les a placées à des endroits dans notre tableau de sortie. Puis je dirais que c'est le principe général qui s'applique aux algos de tri par comparaison. Okay, on s'arrange pour placer les éléments à leur bonne place sans faire de comparaison. Mais je voudrais vous donner une situation dans laquelle ça peut être utile, ce genre de tri. Pas une situation concrète, donc j'ai fait un petit zoom out, mais une situation où est-ce qu'on n'a pas juste des entiers à trier, mais des objets plus complexes. Okay, peut vous arriver que vous avez des objets à trier, pas juste des entiers, mais que ces objets, vous voulez les trier selon un attribut spécifique. Un exemple de ça, c'est si vous avez des paires clés-valeurs,
Si vous vous rappelez de structure de données, on avait des dictionnaires et parfois les clés c'était des entiers, les valeurs c'était des chaînes de caractères par exemple. Eh bien, on peut vouloir trier ces paires-là par la clé, par l'entier. Donc, je vous donne un exemple. Si T c'était, on va dire que je veux trier des paires clés-valeurs. Donc, des clés associées à des valeurs. Je vais supposer que T c'est égal à 1 allo. Et ça, c'est une paire clé-valeur. Donc, la clé, c'est 1, la valeur, c'est allo. Et puis, je vais vouloir trier selon les clés. Donc, 1 allo, 3 salut. Je sais pas, 4 bonjour. Et puis, 2. Je manque de salutations. On va aller dans l'anglais alors. Hi. Et voici mon tableau. C'est un tableau de paires clés-valeurs, mais je vais le trier selon les clés. Donc à la fin, je devais me retrouver avec 1 allo, 2 hi, 3 salut, 4 bonjour. Eh bien, cet algo, si vous le roulez tel quel, il va falloir s'assurer de prendre la clé quand on fait notre tri. Mais sinon, le tableau, je vais faire la légère modification suivante ici. Si je suppose que je reçois des paires clés-valeurs, eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre la clé et affecter la clé YAMCAS de mon tableau de sortie à ce que j'avais à T de I. Okay, donc, si vous roulez l'algo avec cet exemple, R à la fin, si je réutilise ma même représentation, eh bien, dans la première cellule, il va avoir placé un allo. Bon, qui était déjà là, j'en conviens. Mais ensuite, dans la deuxième cellule, il va venir placer 2 hi. Ensuite, dans la troisième, bon, il vient placer 3 salut. Et dans la dernière cellule, ah là là, ok. Je manque de place. En plus, c'est bonjour que je dois écrire. Comment je vais faire? Ok, on va déplacer. Ok, 4 bonjour. Je crois que vous avez compris le principe de toute façon. Ok, donc on a accompli un petit peu plus maintenant. Si vous aviez fait ça naïvement, vous avez des paires clés-valeurs à trier. On peut penser à un exemple où est-ce que vous avez une table de hachage et puis que vous voulez prendre tous les éléments dans votre table de hachage et les trier. Dans votre table d'hachage, vous avez peut-être des paires clés-valeurs. Vous pouvez les trier en temps linéaire par rapport à la taille de votre table de hachage, en supposant que l'ensemble des clés est de 1 jusqu'à n. Mais voilà, si vous y étiez allé naïvement, ça vous aurait pris un temps n log n. Ici, on vient de sauver un facteur log n. Ok, donc si vous avez cette garantie que vous avez les entiers de 1 à n, et que si vos objets sont complexes, eh bien, vous pouvez trier vos objets complexes en temps linéaire. Ok, je ne prendrai pas beaucoup de temps pour vous convaincre, mais tout ça, ça s'exécute en temps linéaire, bien sûr. Parce qu'on a notre supposition, qui est très importante. Bon, mais c'est pas fameux quand même, ce qu'on vient d'accomplir. On voudrait généraliser ça à des cas où est-ce que on n'a pas cette garantie. C'est-à-dire, on a des entiers, d'accord, mais on ne sait pas quels sont ces entiers. OK. Et on voudrait aussi pouvoir permettre des répétitions. Donc, je peux refaire un zoom. Ce que je voudrais faire, c'est maintenant permettre des répétitions. Des répétitions. Donc, le même entier qui se retrouve là plusieurs fois, ou la même clé qui se répète là plusieurs fois. Et puis, je ne voudrais pas faire de supposition sur les entiers de t. Je ne veux pas supposer qu'ils sont entre 1 et n, ou quoi que ce soit. Ils sont juste inconnus. La seule supposition que j'ai, c'est que c'est des entiers. Que j'ai besoin que ce soit des entiers pour aller les placer dans le tableau au bon index. C'est pour ça que le tri sans comparaison fonctionne beaucoup mieux juste avec des entiers. Il y a des versions qui fonctionnent avec des nombres à virgule, mais l'idée c'est de transformer les nombres à virgule en entiers, avec des fonctions de hachage par exemple.
Mais on ne va pas s'embarquer là-dedans dans ce cours. On va rester avec les entiers. Donc, je voudrais permettre ça. Donc, généraliser le tri trivial à ces deux nouvelles conditions. Donc, il y a le tri comptage qui s'occupe de ça. C'est presque la même idée, c'est juste un peu plus général. Donc, le tri comptage va compter le nombre d'occurrences de chaque entier et puis va se construire un tableau de sortie et placer le bon nombre de chaque entier dans la sortie. Donc, si j'écris ça, là, bon, la première chose que je vais faire, c'est aller chercher le maximum dans mon tableau. Donc, K, je vous l'écris comme ça. K, c'est le maximum pour I entre 1 et N des T de I. Donc, ça, c'est une ligne. Ça dit juste que K devient la valeur maximum dans T. OK. Ça prend un temps grand O de N, mais je l'écris en une ligne quand même. C'est du pseudocode, on peut se le permettre. Vous pouvez le faire en devoir et en examen aussi. Mais il faut juste se rappeler qu'il y a une complexité grand O de N de cacher là-dedans. OK. Donc, K, c'est le maximum de mon tableau. D'accord. Donc, je vais compter. Je vais supposer que le minimum, c'est 1 aussi. Pas d'entier négatif pour l'instant. Et puis, je vais me déclarer un tableau de compte. Donc, C, ça va être au début des zéros partout pour les entiers de 1 jusqu'à K. Et puis, voilà, je vais compter le nombre d'occurrences de chaque entier de 1 jusqu'à K, justement. Mais pour ça, je dois parcourir les éléments de T, n'est-ce pas? Oui. Et je vais dire, chaque fois que je croise un entier, l'entier qui est placé à T de I, eh bien, je vais ajouter 1 au compteur de cet entier. OK, puis je sais que C est assez grand parce que j'ai calculé la valeur maximum K au début. Donc, j'ai fait ça. Maintenant, ce qui me reste, c'est à construire mon tableau de sortie. Donc, R... OK. Je m'excuse, il y a une interruption de vidéo. C'est que j'ai des enfants à la maison et ils se demandent qu'est-ce qui se passe et pourquoi je suis en train de parler tout seul pendant qu'ils essaient de dormir. OK, reprenons. J'étais rendu à essayer de construire mon tableau de sortie. Donc, ce que je peux faire, c'est avoir mon tableau de sortie vide. Je ne veux pas du rouge. Crayon, pourquoi es-tu rouge? OK. Donc, mon tableau de sortie va être vide. Et là, ce que je vais faire, c'est remplir mon tableau de sortie avec toutes les valeurs de 1 à K que j'ai croisées. Avec la bonne quantité, le nombre de fois que j'ai croisé chaque valeur de 1 à K. Donc, pour I égale 1 de 1 à K, je veux remplir R avec le nombre de fois que j'ai vu I. Ce nombre de fois que j'ai vu I, eh bien, je l'ai stocké dans C de I. Et une fois que j'ai ces deux boucles, tout ce que j'ai à faire, c'est d'ajouter I à R. Donc, je vais ajouter I, C de I fois dans ma sortie. Et je vais avoir fait ça dans l'ordre, okay? Parce que je parcours de I égale 1 jusqu'à K. Une fois que j'ai fait ça, il ne me reste qu'à retourner R. Et voilà, c'est l'algo de tricomptage. Donc, on l'appelle tricomptage parce qu'il compte le nombre d'occurrences de chaque élément et puis remplit un tableau de sortie avec le bon nombre d'occurrences. Donc, si je fais un exemple de ça, on va dire T est égal à 2, 7, 3, 2, 7. Ouais, c'est suffisant ça. Ce qui va se passer au départ, eh bien, C va être déclaré comme un tableau à 7 valeurs. Okay, même si N est égal à 5, eh bien, j'aurai besoin de 7 valeurs. Et là, je vous fais l'observation que si le maximum était de 1 milliard, même si N égale 5, eh bien, la taille de C serait de 1 milliard quand même. Okay, c'est le désavantage du tricomptage. Ça ne fonctionne que si nos entiers sont petits. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ce tableau de compte nous dit qu'en première position, c'est le nombre de fois que j'ai vu 1. Ici, le nombre de fois que j'ai vu 2, 3, 4, bon, 5, 6, 7. C'est mon tableau de compte. Et puis, quand on va passer à travers cette boucle, bon, je vais voir que j'ai croisé 2 une fois. Donc, tout ça, ça sera des zéros au départ. Okay, on va les mettre cette fois-ci. Donc, 0, 0. Donc, à I égale 1, toujours dans cette boucle, il va réaliser, OK, j'ai un 2, donc je me rappelle que j'en ai vu 1 jusqu'à maintenant.
Donc, on passe au prochain i. Je vois un 7 et je me rappelle que j'ai vu un 7. Je me rappelle que j'ai vu un 3. J'ai vu un autre 2. Alors, je me rappelle que j'en ai vu 2. J'arrive ici, je vois un autre 7. Je me rappelle que j'en ai vu 2. Voici mon tableau de compte. Et ensuite, dans ma sortie, R va être vide initialement. Et puis, on va boucler ici. Donc, pour i égale 1 jusqu'à k, je vais remplir R avec le nombre de fois que j'ai vu i. Donc, au début, j'ai vu 0 fois un 1. Donc, je ne vais rien faire. Ensuite, je vais passer ici. Je vois que j'ai vu 2 fois des 2. Alors, R, je vais ajouter un 2 et ajouter un autre 2. Des virgules. OK. Ici, je vais passer à 3. Je vais voir que des 3, j'en ai vu une fois. J'ajoute un 3. Des 4, j'en ai jamais vu. Des 5, jamais vu. Des 6, jamais vu. Des 7, j'en ai vu 2 fois. Donc, je vais m'ajouter 7, 7. Et voilà. C'est le tricomptage. Donc, maintenant, je vous demande, je n'essaierai pas de vous convaincre que ça fonctionne. L'algo est correct. Ça va, ça trie. Il y a quand même ce problème que ça ne fonctionne pas avec des clés valeurs ou des objets complexes. Je vais y revenir. Je vous demanderai plutôt c'est quoi la complexité de cet algo, combien de temps ça prend. Et puis, bon, le premier réflexe, c'est peut-être de dire ah, ici j'ai une boucle dans une boucle, celle-là fait k itérations, et puis celle-là fera jamais plus que n itérations, parce que le nombre de fois que j'ai vu un certain i, ça ne sera jamais plus que n fois, n'est-ce pas? Donc ça devrait être grand O de k fois n. Et puis, c'est clairement ça qui domine la complexité. Okay? Tout ça, ça prend moins de temps que k fois n, donc la complexité devrait être k fois n. Okay? Ça, c'est bon, c'est toujours l'argument d'une boucle dans une boucle. Par contre, on peut faire mieux. Okay? Vous vous rappelez que tri-insertion, j'avais dit que c'était n carré, vite fait, en disant, bon, il y a une boucle dans une boucle, c'est n carré. Ici, j'utilise le même argument, il y a une boucle de taille k, et une boucle de taille n à l'intérieur, donc ça prend un temps k fois n. Mais ce n'est pas l'analyse la plus raffinée qu'on peut faire. Donc, des fois, cet argument de boucle dans une boucle, c'est bien, ça nous donne une borne. Cette borne, ce n'est pas faux, là. Mais on peut faire mieux. OK, mais on peut faire mieux. Okay, une analyse plus précise. Okay. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça ne prend pas vraiment k fois n. La vraie complexité, ça va être k plus n. Même si j'ai une boucle dans une boucle, ce n'est pas multiplicatif ce qui se passe ici. Okay? Parce que, bon, c'est vrai de dire que ça ici, il y aura k itérations, ça c'est fixe là, c'est certain. Donc, c'est certain qu'il va y avoir au moins k instructions qui vont être exécutées, ne serait-ce que pour incrémenter i dans cette boucle. Okay. Donc, il y aura i incrémentation, non, il y aura k incrémentation de i dans cette boucle. Mais ici, okay, ou ici, là, le nombre de fois que ces instructions vont être exécutées, ça ne sera jamais plus que somme de tous les ci fois. Okay. Donc, oui, il y aura k tours de boucle, mais le nombre de valeurs qui seront ajoutées à R et le nombre de fois que J sera incrémenté au total dans toute l'exécution de l'algorithme, ben c'est ça. Ça ne sera jamais plus que la somme de tous les CI. Puis ça, c'est pour I égale 1 jusqu'à K. OK. Et puis la somme de tous les CI, eh bien, CI, c'est le nombre de fois qu'on a vu chaque entier. Et puis ce nombre de fois au total, sur tous les cas, ça sera N, parce que chaque élément de T, je le compte une fois dans mon tableau de compte. OK, donc, ça c'est au total. Ce n'est pas par itération de chaque I de 1 jusqu'à K. C'est vraiment au total dans toute l'algo. Okay, ces instructions-là vont être exécutées N fois, jamais plus. Donc, oui, okay, il y a K instructions qui sont exécutées ici, au total. Et puis, il y a N instructions qui sont exécutées ici, au total. Et c'est pour ça qu'on obtient une complexité grand O de K fois N. OK? Donc, je ne vous l'écris pas.
Il faudrait savoir argumenter ce genre de choses en une phrase ou deux, comme je l'ai fait verbalement. D'accord? OK. Donc, cet algo, il est bien quand K n'est pas trop grand. C'est-à-dire, si K, c'est pas plus que 2 fois N, par exemple, ben ça va, ça marche bien. Sinon, je devrais préciser que c'est où K est la valeur max, la valeur max de T. OK, donc, c'est ça. Ça fonctionne bien quand K est petit. OK, je vous le ferai pas, mais on pourrait se convaincre aussi que le tricomptage pourrait prendre un temps grand O de K plus N, où est-ce que K, c'est l'écart entre le maximum et le minimum de T. OK, je vous le laisse en exercice. On n'est pas obligé de supposer que le minimum de T, c'est 1. Si on détecte le minimum, c'est 1 milliard et que le maximum, c'est 1 milliard 10, ben, tout ça, ça peut prendre un temps grand O de 10. En tout cas, grand O de 10, ça veut dire temps constant. Mais tout ça, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Okay, même si nos entiers sont grands dans l'ordre des milliards. Ce qui est important, c'est l'écart. Et en fait, tout ce qu'il faudrait faire, c'est faire juste un petit décalement de notre vecteur, de notre tableau de compte, pour que le premier élément du compte, du tableau de compte, ce soit le nombre de fois que j'ai vu le minimum. Le deuxième élément du tableau de compte, c'est le nombre de fois que j'ai vu le minimum plus 1, et ainsi de suite. OK, ça se fait avec quelques petites modifications de cet algo. D'accord. OK. J'ai pas fini avec le tricomptage, par contre. Il y a encore un problème, c'est que ça ne permet pas de trier des paires clés-valeurs ou des objets plus complexes. OK? Parce que je vais effacer un peu tout ça. Si vous me permettez, je vais nettoyer. De toute façon, si vous avez besoin de prendre des notes, vous pouvez reculer et faire pause. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, je nettoie. C'est ça. Le problème, c'est que ça ne permet pas de trier des paires clés-valeurs parce que ici, j'insère des entiers nouvellement créés. Ce que je voudrais faire, en fait, c'est insérer les éléments de T direct. Comme ça, eh bien, je serais certain que si j'avais des paires clés-valeurs à l'origine, eh bien, je réinsère les mêmes paires clés-valeurs, que je ne fais pas créer des nouveaux entiers qui flottent dans le vide. Je réutilise les éléments de T, donc les clés seront accompagnées de leur valeur. Donc, il me manque quelque chose ici. En fait, okay, je vais garder l'exemple en haut, mais je vais effacer cette partie. L'idée, pour réutiliser les éléments de T, puis que ce soit eux qui soient ajoutés à notre sortie, ouais, je vais même effacer ça ici. L'idée, ça va être de dire que 2 dans notre sortie, où est-ce qu'il va se trouver? À quelle position est-ce que je vais trouver des 2 dans ma sortie? Ok, je le réécris là, à mes exemples en rouge. Donc, je le réécris plus bas. Ok, ma sortie, c'était 2, 2, 3, 7, 7. Ce que je voudrais faire, ça va être de précalculer les 2. Je ne mettrai pas de flèche ici. Je voudrais précalculer que les 2 vont se trouver en position 1 jusqu'à 2 dans la sortie. Et que les 3 vont se trouver en position 3 jusqu'à 3 dans R. Et que les 7 vont se trouver en position 1, 2, 3, 4, 4 à 5 dans R. Okay, je voudrais précalculer ça. Okay, les 1, les 4, les 5, les 6, ben, ils sont juste pas là. Okay, ils n'ont pas de position affectée dans la sortie. Mais vraiment, ce que j'ai ici, là, ce que je voudrais calculer vraiment, c'est pour chaque entier, c'est quoi leur position destination, c'est quoi l'intervalle de leur position destination dans R, dans mon tableau de sortie. OK, on verra à quoi ça nous sert. Ce qu'on peut faire, c'est une fois qu'on a passé cette première boucle, je vais avoir une autre boucle qui va repasser les CI de 1 jusqu'à K cette fois-ci, et qui va dire que CI
pardon, c'est pas de 1 jusqu'à K, ça va être de 2 jusqu'à K. Que CI plus égale CI moins 1. OK, juste de faire ça, ça va me permettre de prédire à quelle position mes éléments doivent se retrouver. OK, je vais le faire sur l'exemple. Donc, je reprends le rouge. Au départ, CI, c'était égal à... Bon, après la première boucle, celle-là. Donc, les 1, j'en avais 0. Des 2, j'en avais 2. Des 3, j'en avais 0. Des 4, j'en avais 0. Qu'est-ce que je dis là? Des 3, j'en avais 1. Des 4, j'en avais 0. Des 5, j'en ai 0. Des 6, j'en ai 0. Et des 7, j'en ai 2. N'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. OK. Mais après cette deuxième boucle, OK. Donc, je vous mets un autre CI ici, mais on se comprend que c'est le CI calculé après la deuxième boucle à partir du premier CI. OK, donc ça, la première position, elle reste pareille. La deuxième position, elle devient C de 2 plus C de 1. Puisque C de 1, c'est 0, ça reste pareil. Mais ça ici, ça va changer. C de 3 devient C de 3 plus C de 2. Donc, ça devient... ça devient 1 plus 2. Ça devient 3. OK, puis, bon, ça devient 0 plus 3. 3, 3. Ça devient 2 plus 3. Ça devient 5. OK. OK. Interruption, désolé. Donc, OK, on a ce nouveau tableau de compte CDI. C'est pas exactement l'intuition que je vous avais donnée, parce qu'on voit que ça nous dit que les 4, là, la valeur C de 4, c'est égal à 3. Donc, ça nous dit que la destination des 4, les 4 sont destinés à la position 3, ce qui n'est pas vrai. Par contre, en roulant l'algo, ce qui va se passer, on va parcourir les éléments de T, puis quand on va croiser un élément de T, disons 7, eh bien, on va demander à notre tableau de compte, hey, c'est quoi la prochaine position destinée au 7? Il va nous dire, ah, c'est 5. Donc, je vais placer 7 à la position 5. OK, donc, pour capturer l'intuition de ce que je viens de dire en algo, donc je vais l'écrire en premier et on fera l'exemple après. Ça devient un petit peu compliqué, mais rien qu'on ne pourrait pas gérer. Donc, ce que je vais faire, je vais me déclarer mon tableau de sortie, mais cette fois-ci, je vais me réserver N places. Okay, je sais que ma sortie aura N cases, parce que je trie T. Puis, je vais boucler sur les éléments, mais ici dans l'ordre inverse. Okay, je vais vous laisser faire en exercice de regarder ce qui se passe si on boucle de I égale 1 jusqu'à N. Vous verrez que ce que j'écris ne fonctionne pas. Il faut vraiment aller à l'envers. Mais mon but, c'est juste de vous convaincre que ça fonctionne. Je vous laisse vous convaincre que ce qui est naturel ne fonctionne pas. Donc, OK. Ici, dans mon tableau de sortie, ce que je vais faire, c'est I itère à travers les valeurs de T. Et quand je croise une valeur de T, je vais savoir c'est quoi sa position destination. OK? C'est l'intuition derrière ce que je suis en train d'écrire ici. Donc, je veux savoir T de I, je le place où? Eh bien, c'est mon tableau de compte qui va me dire où s'en va T de I. Donc, R à la position C de T de I, c'est la destination du prochain T de I. OK? Mais j'ai des répétitions, donc des T de I, si j'en ai plusieurs, je dois me rappeler de dire au tableau de compte, OK, j'ai croisé un T de I. La prochaine destination de ce T de I, eh bien, ce sera une case moins loin. OK? Et puis, une fois que j'ai fait tout ça, je peux retourner R. Donc, comme je disais, ça peut sembler un peu magique tout ça. Je vous le donne en 1 minute, mais ça prend, je pense, quelques heures de réflexion avant d'en aboutir à ça. Donc, il n'y a jamais de magie. On arrive à ça à essai-erreur en gardant en tête l'objectif qu'on ne veut pas créer des nouveaux entiers qui apparaissent de nulle part. On veut réutiliser les valeurs de T de I. Et puis, c'est ce qu'il faut faire pour y arriver. OK, donc si je roule ça sur l'exemple, donc je suppose que R, OK, je ne le connais pas.
Ok, je suis en train de le reconstruire. On sait que ça, c'est la réponse qu'on veut obtenir, donc je vous le laisse là. Mais le R qui sera reconstruit par cet algo, donc il va se réserver n cases. Donc ici, n, c'est 5. Donc, okay, je me le représente comme ça. 5 cases réservées destinées à recevoir les valeurs de t de i, de t, pardon. OK. Et là, on va pour i égale 1 jusqu'à pour i égale n jusqu'à 1. Donc, on itère sur t à l'envers. Donc, regardez t en haut. On commence par le 7. OK. Et bon, j'efface ce c de i là ici. Ce n'est plus celui qu'on utilise. Bon, puis en fait, pour ne pas se mélanger, je vais effacer ce R. OK. Et je demande à C où est la prochaine position destination des 7. Eh bien, c'est ici. Il va nous dire que c'est 5. Donc, ça m'indique que le prochain 7 doit aller à la position 5 de R. Okay. Si je l'écris symboliquement, ce que ça me dit, là, ça dit que je dois faire R de C de T de I, ce qui est 7, égale T de I, ce qui est 7. Ça en vient à dire que R de 5 égale 7, n'est-ce pas? Ok, c'est pour ça que je suis allé placer le 7 à la position 5. Parce que le tableau de compte me disait que le prochain 7 devait aller à la position 5. Et puis on décrémente ce compteur pour dire que si je croise un autre 7, ben lui il va aller à la position 4. Ok, ça va être le cas, on va croiser un autre 7 éventuellement. Donc j'efface ça ici. Et puis maintenant on va demander, ok, le prochain 2, où est-ce qu'il va? Ok, je vais un peu plus rapidement là, sans tout écrire. Mais on va demander le prochain 2, où est-ce qu'il va? Eh bien, le C de I va nous dire le prochain 2 s'en va à la position 2. Donc le prochain 2, je le place à la position 2. Et je dis à mon tableau de compte que le prochain 2 va aller à la position 1. Ok, maintenant je passe à 3. Je demande le prochain 3, où est-ce qu'il s'en va? Il s'en va à la position 3. Et je me rappelle que si je croise un autre 3, lui il va aller à la position 2. Mais ça ne va jamais arriver. On est correct. Okay, donc, je croise mon deuxième 7 et je demande à mon tableau de compte où va le prochain 7. Il s'en va à la position 4. Et voici. Et puis, finalement, le prochain 2, je demande à mon tableau de compte. Il me dit, le prochain 2 s'en va à la position 1. Je le place ici. OK, donc, on a encore une fois réussi à trier notre petit tableau à 5 valeurs. La grosse différence, elle est ici. OK. Au lieu de créer des nouveaux entiers qui sortent de nulle part, on a remis les valeurs de TI. Donc, si c'était des objets complexes, notre sortie contient les mêmes objets complexes. C'est l'avantage de cette version du tricomptage. Et puis, la complexité, bien, c'est la même. Ça va aussi être n plus k. Ici, c'est peut-être plus facile à voir parce que on a une boucle qui roule en temps grand O de n, une boucle qui roule en temps grand O de k, et puis une boucle qui roule en temps grand O de n. Donc, il n'y a pas de subtilité d'analyse ici. C'est des boucles n plus k. D'accord. Donc, c'était le tricomptage. Voilà. Il y a une propriété importante dans ce tricomptage. OK. Je ne l'ai pas mentionné en le faisant. Mais ce qu'on remarque, bon, j'ai fait ça ici, je me laisse de la place. Ce qu'on remarque, c'est que, bon, disons que c'était des objets complexes que j'étais en train de trier. Je vais même me permettre d'effacer ça ici. Et je vais déplacer ce R. Je vais le remettre plus près de mon T pour illustrer ce que je veux. Disons que c'était des objets complexes que je veux trier. Donc mes deux sets, là, c'est peut-être des paires clés-valeurs, mais ne sont pas équivalentes. Elles ne sont peut-être pas équivalentes. Peut-être que le premier c'est 7 allô, puis l'autre c'est 7 bonjour. Donc dans ma sortie, ce ne sera pas équivalent non plus. Mais ce qui se passe avec ce tricomptage, c'est que le dernier set a été placé en dernier et l'avant-dernier set a été placé avant ce set. Okay, même chose pour les deux. Le deuxième 2 qui est en deuxième dans la sortie et le premier 2 est en premier dans la sortie.
Okay, vous pouvez vérifier avec la trace, avec l'exemple que j'ai fait plus tôt, là. Mais c'est la propriété importante que je veux illustrer ici. C'est que s'il y a des valeurs égales dans mon tableau d'entrée, eh bien, elles apparaissent dans le même ordre dans la sortie qu'elles étaient dans l'entrée. OK, donc, ouh là là, je ne voulais pas faire ça. Donc, ce que je viens de dire, c'est que avec cet algo, les valeurs égales, okay, si on suit la trace de ces valeurs et qu'on les distingue, les valeurs égales apparaissent dans le même ordre en entrée et en sortie. Donc, apparaissent dans le même ordre en entrée et en sortie. Okay, ça peut être important pour certaines applications que vous mainteniez cet ordre relatif entre les valeurs égales. Okay, ça, c'est ce qu'on appelle la propriété de stabilité. Okay, le fait que l'algo réutilise les valeurs du tableau. Donc, si vous avez des objets complexes, ce sont les mêmes objets qui sont complexes qui sont dans la sortie. Vous avez ça, non seulement ça, mais aussi que l'ordre entre les valeurs égales est préservé par rapport à ce que vous aviez dans l'entrée. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle la propriété de stabilité. On préfère toujours qu'un algo de tri soit stable que instable, qu'il puisse inverser l'ordre de valeurs égales dans ce qui nous avait été donné en entrée. OK. Et je vais montrer un exemple de ça avec le tri radix. Donc, il me reste un tri duquel je vais vous parler. Donc, je viens de le dire, c'est le tri radix. En fait, il utilise le tri comptage à l'interne. Et puis, il utilise cette propriété de stabilité, justement. Donc, parlons de ce tri radix. Donc, radix, c'est la définition, c'est que c'est la base d'un système numérique. Donc, le tri radix, encore là, il ne fait pas de comparaison. Il trie selon la représentation de vos objets. Comme si vous avez des entiers, il peut utiliser la représentation binaire de vos entiers. Donc, il utilise les bases numériques pour faire son tri. Et puis, pour dire ce que ça fait, je vais vous donner un exemple avec des entiers représentés en binaire, justement. Donc, disons que je dois trier, je l'écris comme ça, t c'est égal à des entiers en binaire. Donc, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, et puis 0, 0, 1, 0. Tenez, voici t. Bon, en fait, c'est des entiers, mais on peut supposer qu'on travaille comme la machine travaillerait. En fait, le tri radix, il fonctionne avec n'importe quel objet que vous êtes capable de représenter avec une séquence de valeurs de base, comme des 0 et des 1, ou des décimales, ou des caractères. Okay, ça, c'est bon pour trier des chaînes de caractères. Ce que ça fait, c'est que ça va trier caractère par caractère. Donc ici, j'interprète mes entiers comme une suite de caractères de bits. Et puis, je vais trier selon ça. Et puis, l'idée, bon, vous savez intuitivement, nous, ce qu'on fait en tant qu'humain pour trier, si on nous donne une liste comme ça, eh bien, on va commencer par trier par ce qui est le plus significatif en premier. C'est-à-dire, disons ça, là, je dirais, OK, ce qui commence avec un 0, le 0, c'est le bit le plus significatif, celui qui est tout à gauche. Ben, je vais trier selon ce bit en premier. Donc, je me retrouverai avec tout ce qui a un 0 avant. Donc, lui, il resterait à sa place, mais je viendrai placer 0, 0, 1, 0 ici. Et puis, ce qui commence avec 1, ici, 1, 1, 0, 1. Et 1, 0, 1, 0. OK, ça, c'est le tri selon juste le premier caractère, le premier bit, celui le plus à gauche. Mais mon tri n'est pas fini. Pour retrier, il faudrait que je prenne ma liste avec les zéros et que je trie selon le deuxième bit.
Bon, ici, ça me donnerait 0, 0, 1, 0 et 0, 1, 0, 1. Et que je fasse un autre tri séparé avec cette deuxième liste et que je trie selon le deuxième bit le plus significatif. Et là, je me retrouverai avec 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Et là, bon, ok, j'aurais fini. Ma liste serait triée. Et puis, c'est une façon très intuitive de faire. On y va du plus significatif au moins significatif. Ça fonctionnerait. On pourrait l'implémenter récursivement, mais c'est pas ce qu'ils font dans le tri radix. C'est pour donner l'intuition de ce qui se passe. Mais en fait, on commence à trier par le bit le moins significatif dans le tri radix. Ok, ben, je vais faire l'exemple. Mais la raison étant que quand on trie du plus significatif au moins significatif, il faut maintenir plein de sous-listes. Comme ici, j'avais une sous-liste à trier après ma première étape, puis une autre sous-liste à trier. Et dans l'autre étape, ben, j'aurais 4 sous-listes à trier, puis dans l'autre, peut-être 8 sous-listes à trier. Ça fait beaucoup de sous-listes à gérer. Bon, ça se fait récursivement, mais on préfère éviter la récursion quand c'est possible. Et si ça l'est. Ok, donc j'efface ça ici. J'ose croire que vous comprenez l'intuition. Mais on peut s'éviter d'avoir à faire cette gestion de sous-liste. Et puis en fait, l'histoire du tri radix, là, je pense que c'est un des premiers tris informatiques qui a été inventé. Il date des années début 1900, peut-être même avant. Et puis ceux qui utilisaient des cartes perforées pour implémenter ce tri n'avaient pas envie de gérer des sous-listes avec des cartes perforées. Ça demandait trop d'opérations manuelles. C'est plus simple de juste prendre une liste, regarder le résultat, reprendre cette même liste, mais avec un paramètre différent, pas de sous-liste à gérer. Donc, moins de cartes à démêler pour les opérateurs. Enfin, c'est une histoire courte du tri radix. Mais cette version qui commence par trier du bit le moins significatif ne demande pas de gestion de sous-liste comme ça. Donc, on va trier à partir du bit le moins significatif. Et là, mais de façon stable. Okay? Si j'ai des valeurs égales, comme ici j'ai 2 zéros, là, ben, je vais vouloir maintenir l'ordre dans ma prochaine étape, ma prochaine liste triée. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si je trie selon le bit le moins significatif, celui à droite, eh bien je vais me retrouver avec 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Cet ordre est important. C'est l'ordre stable. Okay? Les zéros, ceux qui finissent par 1, 0 apparaissent dans le même ordre qu'à l'origine. Et puis après, même chose avec les 1. Je vais me retrouver avec 0, 1, 0, 1. Et puis 1, 1, 0, 1. OK. Eh bien, ma liste, elle est presque triée, en fait. Mais l'idée, ce qui va se passer ensuite, je vais trier à partir du deuxième bit. Non, elle n'est pas presque triée du tout. Oubliez ce que j'ai dit. Je vais trier à partir du deuxième bit le moins significatif, mais de façon stable encore. Okay, donc, je ne considère que ce bit, mais je place ceux qui ont un 0 avant. Donc, je vais me retrouver avec 0, 1, 0, 1. Et l'autre qui a un 0 dans ce bit, c'est-à-dire un 1, 0, 1. Et puis, ceux qui ont un 1 à ce bit. Donc, 1, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. OK. Et puis, eh bien, je continue. Maintenant, je vais trier à partir du troisième bit le moins significatif. Donc, le deuxième le plus significatif dans notre cas. Et mettre ceux qui ont un 0 en haut. Donc, je vais me retrouver avec 1, 0, 1, 0. Et puis 0, 0, 1, 0. Puis ensuite 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Et puis finalement, je vais trier à partir du dernier bit quand je lis dernier de droite à gauche. Donc en plaçant les 0 tout en haut, de façon stable toujours. Donc 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ensuite 1, 0, 1, 0, et puis 1, 1, 0, 1. Et puis voilà, c'est trié, ça a fonctionné. Donc, preuve par l'exemple, l'algo est correct. Soit en passant, ne me faites pas des preuves par l'exemple, sauf quand c'est clair qu'un contre-exemple démontre ce qu'il faut démontrer. Donc, je n'ai rien démontré ici, j'ai juste donné de l'intuition sur ce qui se passe avec cet algo.
et que ça fonctionne. En fait, on peut se convaincre que ça fonctionne. Parce que l'idée, c'est qu'à la fin, à la toute fin, on va quand même trier par le bit le plus significatif. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que toutes les opérations, toutes les étapes précédentes, tous les tris précédents nous ont garanti que si on était stable dans cette dernière itération et qu'on plaçait les 0 avant les 1, si ça c'est stable, eh bien le reste, si on se fie juste aux autres bits, les moins significatifs, eh bien ça a déjà été trié selon ces autres bits. C'est ce que toutes les autres opérations ont fait avant notre itération. Ok, donc c'est pour ça que ça fonctionne. Donc, je ne vous ferai pas la démonstration formelle que ça fonctionne. C'est dans les notes de cours si ça vous intéresse, mais l'idée, ce serait de déclarer un invariant de boucle qui dit après la jème itération, la liste est triée si on ne considère que les bits j, j plus 1, j plus 2 jusqu'à n. Ok, et si on réussit à maintenir ça, à la fin, notre liste sera triée selon les bits 1, 2, 3 jusqu'à n, ce qui veut dire que toute la liste est triée et on aura terminé. Ok, donc il y a moyen de faire une preuve que ça fonctionne avec un invariant de boucle. Et puis je rappelle que ça fonctionne pas juste avec des bits, mais si on avait une représentation décimale des 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9 de nos entiers, ça fonctionnerait. Si on avait des chaînes de caractères, ça fonctionnerait aussi. Ok. Et le tri-radix, pour l'implémenter, en fait, c'est assez simple. On utilise le tri-comptage stable en boîte noire. Ce que je vais supposer, c'est que, je l'écris ici, je suppose, donc supposition, j'ai un tri-comptage qui trie selon une position en particulier. Ok. Je vous le ferai pas, mais c'est facile de modifier le tri-comptage pour qu'il trie selon une position donnée. Ok. Tri selon une position donnée. En fait, tout ce que vous auriez à faire, c'est de considérer la position comme la clé de ce que vous avez à trier. Et puis l'objet complexe, ben, c'est l'entier lui-même, ou c'est l'élément de T lui-même. Selon une position donnée, pose. Okay, donc si vous avez accès à ça, vous avez appliqué une légère modification au tri-comptage présenté plus haut. En fait, tout ce que le tri-comptage fait, c'est la chose suivante. Il va juste trouver c'est quoi la position max des éléments de T. Ok. Donc, comme ici, là, K serait égal à 4. J'ai 4 positions. Quand je lis de gauche à droite, j'ai la position 1, 2, 3 et 4. Donc, la 4, c'est la moins significative, puis c'est par celle-là qu'on veut commencer. Donc, je dirais pour I égale K jusqu'à 1, je dirais que T devient ce que tri-comptage retourne sur T, mais selon la position I. Ok, et c'est tout. À partir de là, je peux juste retourner le T que j'ai obtenu. Donc, il est plutôt court le tri-radix, mais tout se passe dans le tri-comptage et la stabilité du tri-comptage. Ok, donc c'est exactement ce que j'ai écrit là, c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai construit l'exemple. J'ai commencé par trier de la dernière position, selon la dernière position, puis selon l'avant-dernière position, puis selon cette position, et puis selon cette position. Tout ça de façon stable. Je le rappelle, c'est important de maintenir l'ordre, c'est pour ça que ça fonctionne. Ok. Bon. Dernière chose, c'est quoi la complexité du tri-radix? Ok. Donc, j'aimerais voir en même temps que j'écris le tri-radix. Et je vous demande, c'est quoi la complexité de cet algo tri-radix? Ben, c'est qu'en fait, ici, il y a plusieurs variables qui entrent en ligne de compte. J'ai bien sûr n, qui est, comme d'habitude, la taille de t.
Mais j'ai aussi ce qu'on appelle W. Okay, c'est le nombre de positions. Je l'ai appelé K dans l'algo, j'aurais pu l'appeler W. W, c'est le standard. En fait, W, c'est pour Word ou Word Size. La taille d'un mot dans nos architectures. Parce que si on veut trier des entiers, souvent ils vont être représentés sur 64 bits ou 32 bits peut-être. Mais ça, c'est la taille des mots. Donc, c'est le nombre de positions de vos entiers. Ça va être ça, W, la taille des words sur vos architectures. Donc, c'est de là que ce W vient. Donc, souvent, ça va être 64, ce W, à moins que vous ayez des très gros entiers et que vous fassiez affaire avec une librairie scientifique. Mais sinon, c'est souvent 64, ces temps-ci, du moins. Et puis, ça dépend d'une autre chose. C'est que vous vous rappelez que le tricomptage, lui, il prend un temps grand O de n plus k, ou est-ce que k, c'est pas le même qu'ici, là? C'est le nombre de valeurs possibles, la valeur maximum possible. Mais ici, la valeur maximum possible dans cet appel au tricomptage, si j'ai des binaires, tricomptage va juste trier avec 0 et 1. Vous savez, son tableau de compte, là, il va avoir 0, 1. Rien de plus. Donc ici, dans le cas particulier de tri d'entiers avec des valeurs binaires, en représentation binaire, eh bien, le tricomptage va prendre un temps grand O de n plus 2. OK. Et puis grand O de n plus 2, c'est grand O de n finalement. Mais plus généralement, si vous ne travaillez pas en binaire, vous travaillez avec des décimales, ça va être 10, ou ça pourrait être plus large, c'est à vous de décider. Moi, je dis que c'est juste un paramètre, D, et puis c'est le nombre de valeurs possibles à une position. OK, à une position. Comme ici, en binaire, c'est 2. OK. Donc, sachant tout ça, eh bien, l'algo, il fait W appel à tricomptage. Et puis, chaque appel à tricomptage prend un temps grand O de n plus d. Vous savez, ce d, c'est le cas de notre analyse précédente. Donc, au total, cet algo va prendre un temps W fois n plus d, avec tous ces paramètres. Donc, souvent, d, c'est 2 quand vous triez des entiers, W, c'est 64. D, 2, c'est une constante, 64, c'est une constante. Donc, au final, la complexité de ça, elle est linéaire pour le tri radix. Je vous dirais par contre que c'est pas le tri le plus populaire. Ça l'a déjà été, mais ça ne l'est plus. On préfère trifusion ou quicksort. La raison étant que cette constante W étant 64, la plupart du temps, n log n, ça se compare bien à 64 fois n. Parce que log n, avant que ça dépasse 64, vous allez attendre un moment. Je vous invite à le calculer. Il faut que n soit quoi pour qu'on dépasse le W égale 64. Mais il faut que n soit pas mal grand. Donc, même si ça a des apparences linéaires, on préfère souvent n log n parce que le log n bat cette constante W. Okay? Mais le tri radix fait quand même partie de notre culture et a de belles applications quand vous savez que W n'est pas trop grand. OK. Et que D n'est pas trop grand aussi. OK, d'accord. Ceci dit, c'est tout ce que je voulais dire. Je n'ai pas donné tous les détails que j'aurais voulu. Si ça vous intéresse, les preuves d'à peu près tout ce que je raconte se trouvent dans les notes de cours, donc je vous invite à regarder. C'est aussi dans les livres, CLRS et le livre de Brassard. Et puis voilà,